En avant, c'est ça plein avant. Où est l'argent? Où est l'argent? Sud Radio, la radio du rugby. Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Donner de l'argent à un paresseux, c'est donner de l'absinthe à un alcoolique. Le stade. Entre puissance, gestion et fardeau, comment les clubs de top 14 utilisent leur outil d'accueil. Alors, Philippe Spanghero, quelles sont les différentes utilisations des stades pour les clubs de top 14? Y a-t-il des clubs qui sont propriétaires de leur stade? Comment se font les gestions? Est-ce que ce sont les municipalités qui gèrent ou les collectivités qui gèrent les stades? Quels sont les différents modèles? Il y a différents modèles. Alors le modèle historique, c'est bien sûr des stades municipaux qu'on connaît tous, qui étaient plutôt à l'époque dans les centres-villes, avec une vraie vie autour du stade, puisque les enjeux économiques étaient moins forts. Donc les gens venaient au stade et puis allaient consommer dans la ville après. Là maintenant, l'enjeu pour les grands clubs, c'est que les gens restent maximum consommés dans l'enceinte. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place justement dans l'évolution des infrastructures pour permettre une expérience, ce que les clubs appellent l'expérience jour de match, qui soit de plus en plus optimale. Et donc il y a encore une majorité de clubs qui jouent dans des stades municipaux, donc qui sont gérés par leur collectivité, et on reparlera tout à l'heure des problèmes que ça peut engendrer. Et puis on a d'autres modèles. On a le modèle très atypique du Stade Toulousain, qui joue dans un stade détenu par une association, les Amis du Stade, qui est elle-même actionnaire de la SASP, la société professionnelle, et qui met à disposition l'enceinte à la SASP. Vous avez ensuite un modèle comme l'Arena, propriété de son propriétaire, propriétaire de l'Arena et du Racing 92, Jackie Lorenzetti. Et puis vous avez un autre modèle qui est peut-être amené à se développer de plus en plus, mais qui fait en l'occurrence pour l'instant grincer des dents, c'est à Lyon, où une info est sortie justement hier, un dernier rapport de la Cour des comptes, où là le club a signé avec la ville un bail amphithéotique d'exploitation du stade. Un bail amphithéotique, en réalité, c'est quasiment une propriété en fonction de la durée pour laquelle vous signez. Là, le club du Loup a signé pour une durée de 60 ans avec la ville de Lyon, et donc est propriétaire entre guillemets de l'exploitation de l'infrastructure pendant 60 ans. Mais ce qui pose question, c'est les à côté, puisque aujourd'hui on a un club du Loup qui a un modèle économique très solide, pas vraiment sur la partie sportive, mais justement sur ses à côté du stade Gerland, puisque en plus de l'exploitation du stade, la mairie a concédé 15 hectares de terrain autour du parc Gerland, et donc le club du Loup a pu faire des développements fonciers, immobiliers, qui permettent d'avoir une économie très solide de son club, mais qui est pas liée directement à l'exploitation sportive, et ça pose un peu question du côté du Loup. Mais ce sujet du bail amphithéotique, c'est quelque chose qui revient dans les têtes de plus en plus régulièrement dans le rugby professionnel. Ouais, d'autant plus c'est important parce que c'est vrai qu'on j'imaginais pas évidemment la municipalité de Lyon vendre le stade Gerland au Loup sur une vente simple et directe, parce qu'on rappelle le stade Gerland est un produit est un équipement quand même historique, mythique, qui est peut-être même d'ailleurs classé, si je me trompe pas. Oui, mais qui coûte très cher en entretien sans avoir. Et du coup le Loup a l'obligation d'investir 66 millions sur les 60 prochaines années à minima, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui en fait, au regard un petit peu, si on met à côté évidemment les terrains qui ont été donc inclus dans le deal, en dehors de ça, tout le monde y trouve un peu son compte, et c'est vrai que ça peut être un nouveau modèle. Justement, du coup, s'il y a des différents modèles, puisque tu signalais que parfois c'était municipal, tu soulignais les différents modèles, Philippe, c'est du coup aussi de différents impacts dans les budgets des clubs. À quel point ? Bien sûr, différents impacts. Mais en l'occurrence, la vraie question, c'est pour les clubs qui sont pas propriétaires de leur stade, c'est des discussions qui sont tous les ans un peu complexes, puisque vous avez un cahier des charges très précis de la Ligue nationale de rugby qui évolue tout le temps, puisque il y a aussi il y a plusieurs aspects dans le cahier des charges de la Ligue nationale de rugby. Vous avez l'accueil du public, bien sûr, pour l'expérience spectateur, mais vous avez tout ce qui concerne la dimension partenariat et télévisuel. Donc il faut des stades qui soient de plus en plus
plus adapté au spectacle que le rugby français par la Ligue nationale veut offrir. Et donc vous avez ces contraintes qui évoluent chaque année, vous avez les contraintes de pelouse, et ça il faut que les collectivités y répondent. Pour les stades municipaux, c'est plutôt aux collectivités de l'assumer. Et dans un contexte où les collectivités ont de moins en moins d'argent, c'est difficile pour elles de dire qu'elles mettent autant d'argent qui part uniquement à une équipe de rugby, parce que ça reste des stades municipaux qui doivent éventuellement pouvoir être accessibles toute la semaine à des écoles pour venir pratiquer du sport dans le cadre scolaire, à tout un tas d'associations. Et dans les faits, c'est très compliqué puisque les clubs de rugby préemptent l'espace. Ils ont leur centre d'entraînement, ils ont leur salle de musculation souvent sur le site, et donc ils peuvent pas vraiment cohabiter avec des tiers. Et donc les collectivités se retrouvent parfois un peu coincées politiquement entre les investissements que demande le rugby professionnel et l'évolution des enceintes pour un outil qui en réalité n'est plus un outil public mais qui devient quasiment de fait un outil privé. Justement, tu parles de privatisation de ces outils. Est-ce qu'on peut à l'avenir avoir un modèle en top 14 où peut-être la moitié des clubs seraient propriétaires de leur stade? Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut exister? Parce qu'on le voit de plus en plus dans le foot par exemple. Alors, c'est quelque chose qui peut exister parce que dans la vision des grands mécènes du rugby qui sont des capitaines d'industrie, la dimension immobilière, elle est toujours importante et elle vient sécuriser aussi des entreprises. La vraie question, en fait, c'est le modèle économique, l'équilibre économique avec la vie hors jour de match. Puisque clairement, aujourd'hui, il y a bien sûr le prix du foncier qui varie par ville, mais si demain vous voulez construire complètement un stade qui réponde aux standards du top 14 aujourd'hui en termes de nombre de places et en termes d'hospitalité, bon, c'est des budgets aux alentours de 70, 80, 100 millions d'euros. Donc, bien sûr, ça s'amortit sur une très longue période. Bien sûr, les collectivités peuvent participer un peu à l'effort aussi. Mais vous voyez bien que si vous jouez 15 matchs par an dans votre enceinte, ça suffit pas. Donc, les questions qui se posent pour les clubs qui réfléchissent à ça, c'est comment générer des revenus toute l'année en créant un vrai lieu de vie, éventuellement des espaces de bureaux, de la restauration avec des brasseries, du merchandising. Et ça, il y a encore beaucoup de clubs qui n'ont pas trouvé la réponse pour l'équilibre économique. Ouais, c'est très intéressant ce que tu mentionnes parce qu'effectivement, quand tu deviens propriétaire de ton stade, tu peux du coup le faire vivre en dehors. Et peut-être que quand par exemple tes résultats ne sont pas bons sportifs, ou que tu as des soucis d'autre ordre économique, ton stade, quand ton club il est parfois en chute libre, ton stade est parfois un parachute justement, Philippe Spanghero, et ça peut parfois permettre de sauver un club, ce genre de choses. Bien sûr, ça peut permettre de sauver un club parce que c'est plus facile de trouver de l'argent, de relever de l'argent quand il y en a besoin, parce que il y a quelque chose de tangible, il y a un actif immobilier qui peut rassurer des investisseurs. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du modèle économique du rugby français qui est plutôt sain, mais qui reste toujours fragile, très conditionné à la performance sportive. Et vous avez beaucoup de clubs qui ont pris des initiatives, alors pas forcément à l'échelle d'impact nationaux avec des grands stades, etc. Mais il y a quelques années, vous avez le club de Bourgoin qui a été repris par un nouveau propriétaire, qui a négocié avec la ville à côté du stade de pouvoir faire des bureaux, des salles de formation et des logements pour les jeunes du centre de formation. Tout ça a été englobé dans un projet global qui venait sécuriser une vision de club. Et donc, à plus grande échelle, ça peut se dupliquer aussi assez simplement. Et c'est clair que ça vient rajouter un argument supplémentaire pour rassurer des investisseurs, lever de l'argent. Dernière question, Philippe Spanghero, on parle de stade, on parle aussi de rayonnement. Quels sont les clubs de top 14 qui, selon toi, rayonnent par leur stade ou avec leur stade actuellement, particulièrement? Ils sont assez nombreux. Alors, j'ai regardé attentivement le dernier classement de l'équipe justement sur les stades, puisque il y a une polémique à Montpellier actuellement entre la ville et le club. Il y a un bras de fer parce que dans ce classement de l'équipe, ils sont avant-derniers.
ça prend en compte beaucoup de facteurs. Moi, si je m'arrête à l'efficacité commerciale, sans tenir compte de l'accessibilité au stade, de l'historique, etc., c'est vrai qu'il y a des clubs qui sont extrêmement performants. Vous avez Bayonne qui a fait de gros efforts et qui est venu se hisser dans, pour moi, le quatuor de tête. Vous avez La Rochelle, vous avez Chaban qui a un gros problème d'hospitalité, mais qui en termes d'affluence moyenne permet à Bordeaux d'être la meilleure affluence du monde du rugby depuis plusieurs années maintenant. Et vous avez Ernest Vallon qui quand même, en termes de prix moyen, entre le prix de billetterie sèche et le prix d'hospitalité, est toujours très élevé. Voilà. Merci beaucoup Félix Panguero. Le stade entre puissance, gestion et fardeau, l'utilisation des clubs de top 14 de cet outil d'accueil. C'était encore une fois une chronique passionnante. Merci beaucoup Philippe, bonne préparation de marathon.